6 janvier 1944. Quartier général de la 8e Force aérienne, IWCO, Angleterre. Le major-général Jimmy Doolittle se tenait dans le bureau du major-général William K. Abteney, commandant du 8th Fighter Command, lorsque quelque chose sur le mur a attiré son attention. Une pancarte accrochée bien en vue au-dessus du bureau de K. Abteney, son message était clair et simple. La première tâche des chasseurs de la 8e Air Force est de ramener les bombardiers vivants. Ne lisez-le pas 2 fois, puis tournez-vous vers K. Abteney. Ce panneau doit tomber, dit-il doucement. C'est faux. En quelques heures, un nouveau panneau l'a remplacé. La première tâche des chasseurs de la 8e Force aérienne est de détruire les chasseurs allemands. Ce moment marquerait l'une des décisions tactiques les plus importantes de la Seconde Guerre mondiale. Un renversement complet de la doctrine des chasseurs qui briserait la Luftwaffe en quelques semaines. Ce que les équipages de bombardiers ont initialement qualifié de suicide et que certains commandants ont qualifié d'imprudent s'est avéré être le coup de maître stratégique qui a permis de conquérir la suprématie aérienne sur l'Europe. Les mathématiques de la guerre aérienne étaient sur le point d'être réécrites, non pas uniquement grâce à l'innovation technologique, mais grâce à la volonté d'un général de sacrifier la doctrine pour obtenir des résultats. La crise durait depuis des mois. Le 14 octobre 1943, 291 bombardiers américains B-17 lancent le deuxième raid sur Schweinfurt, au cœur de l'Allemagne. La cible était des usines de roulement à billes critiques qui produisaient des composants essentiels à la production de guerre allemande. Les Américains ont atteint la cible et largué leurs bombes avec une précision dévastatrice. Mais le coup fut catastrophique. 60 bombardiers ne sont pas revenus. 17 autres ont été endommagés de manière irréparable. 600 hommes morts ou disparus en une seule après-midi. Les équipages de bombardiers américains étaient confrontés à des difficultés qui rendaient statistiquement improbable l'accomplissement d'une tournée de 25 missions requises. Durant les pires périodes de 1942 et 1943, les taux de survie tombèrent entre 25 et 35%. Le lieutenant Robert Morgan, pilote du célèbre Memphis Belle, l'un des rares équipages à terminer leur tournée, écrit dans son journal cette nuit-là « Nous sommes massacrés. Les chasseurs font demi-tour à la frontière allemande et nous volons seuls vers l'enfer. Les forts se protègent bien, mais cela ne suffit pas. Il faut que les chasseurs nous accompagnent jusqu'au bout, ou il faut arrêter de voler. » Les chasseurs allemands avaient développé des tactiques d'une efficacité dévastatrice. Ils se regroupaient hors de portée des chasseurs d'escorte alliés, puis attaquaient en formation de masse. Les passages frontaux, à travers des formations de bombardiers où les vitesses de rapprochement dépassaient 600 000 par heure, ne donnaient aux artilleurs américains que quelques secondes pour réagir. Les chasseurs équipés de canons de 30 mm et de roquettes RR pouvaient détruire un B-17 d'un seul coup. Le problème était simple. Les chasseurs d'escorte américains P-38 et P-47 Thunderbolt n'avaient pas la portée nécessaire pour accompagner les bombardiers vers des cibles éloignées. Au-dessus de Schweinfurt, les escortes avaient rebroussé chemin à 300 mètres de la cible. Les bombardiers ont continué seuls, luttant pour leur vie contre les combattants allemands qui pouvaient attaquer en toute impunité. Le général Henry Arnold, commandant général de l'armée de l'air américaine, lança un ultimatum en décembre 1943. À moins que l'armée de l'air allemande ne soit détruite, l'opération Overlord, l'invasion prévue de la Normandie ne pourra pas avoir lieu. Les bombardiers américains ne peuvent pas continuer à subir de telles pertes. Trouver une solution où la campagne de bombardement stratégique prend fin. La solution arriva en novembre 1943 sous la forme d'un élégant chasseur argenté qui allait tout changer. Le P-51 Mustang nord-américain, propulsé par un moteur Rolls-Royce Merlin construit par Packard, produisant 1695 chevaux en puissance de guerre, possédait des capacités qui semblaient presque impossibles. Doté de chars largables, le Mustang pouvait escorter les bombardiers sur 1600 mètres vers n'importe quelle cible en Allemagne et retour. Il naviguait à 437 000 par heure, plus rapide que n'importe quel chasseur allemand. En altitude, là où l'air raréfié mettait à l'épreuve la plupart des moteurs, le Merlin suralimenté à 2 étages de la Mustang prospérait. Le chasseur pouvait atteindre 41 000 pieds et combattre efficacement à des hauteurs où Metz et Wolves luttaient. Le capitaine Chuck Gerger, aux commandes de P-51 avec le 357th Fighter Group, a décrit l'impact de l'avion dans son rapport de combat. Le P-51 est plus rapide, grimpe mieux et tourne plus serré que tout ce que possèdent les Allemands. Pour la première fois, nous disposons d'un avion capable d'aller partout où vont les bombardiers et de combattre dès que nous y arrivons. Cela change tout. Mais disposer d'une portée suffisante pour escorter les bombardiers jusqu'à leur cible n'était que la moitié de la solution. L'emploi tactique de ces escortes déterminerait la victoire ou la défaite. Selon la doctrine précédente, les chasseurs volaient en formation serrée autour des flots de bombardiers, restant à tout moment en vue de leur charge. Si des chasseurs allemands attaquaient, les escortes américaines les engageraient,
mais seulement le temps de les repousser avant de revenir en formation rapprochée. La priorité a toujours été la protection défensive. Cette posture défensive a créé une dynamique fatale. Les pilotes allemands pouvaient choisir l'heure et le lieu de l'attaque. Ils se sont massés au-delà de la portée visuelle, ont plongé à travers la formation de bombardiers à vitesse maximale, ont infligé des pertes, puis se sont échappés avant que les chasseurs américains ne puissent entrer en collision. Contre-attaquer efficacement. Les escortes réagissent à l'initiative allemande, mais ne s'en emparent jamais. Le général de division Ira Eker, commandant sortant de la 8e force aérienne, avait institutionnalisé cette doctrine défensive. Eka, lui-même pilote de bombardier, croyait sincèrement que les bombardiers pouvaient se protéger grâce aux champs de tir imbriqués de leurs mitrailleuses. Les combattants existaient pour compléter cette protection, pas pour la remplacer. Jimmy Doolittle voyait la situation différemment. Doolittle n'était pas pilote de bombardier. Il était pilote de chasse, pilote d'essai et champion de course et titulaire d'un doctorat en ingénierie aéronautique du MIT. Il comprenait les performances des avions comme peu d'autres l'ont fait. Plus important encore, il comprenait la dynamique tactique. Le raid qui rendit Doolittle célèbre, la frappe du 18 avril 1942 sur Tokyo par 16 bombardiers B-25 lancés depuis le porte-avions Hornet, avait été audacieux, techniquement difficile et stratégiquement brillant. Doolittle avait reçu la médaille d'honneur pour avoir personnellement dirigé cette mission. Il commandait désormais la 8e force aérienne avec pour mandat du général Arnold de résoudre le problème des chasseurs. Le 6 janvier 1944, lors de sa première journée complète de commandement, Doolittle rencontra le général Keaptene et publia son ordre révolutionnaire. Les chasseurs ne devaient plus rester défensivement à proximité des bombardiers. Au lieu de cela, ils voleraient devant le flot de bombardiers, allant jusqu'à 50 000 en avant et 25 000 de chaque côté, chassant activement les chasseurs allemands. Une fois que les bombardiers ont terminé leurs attaques et sont rentrés chez eux, les combattants américains ne sont pas revenus avec eux. Au lieu de cela, ils balayeraient l'Allemagne à basse altitude, mitraillant les aérodromes, détruisant les avions au sol, attaquant les trains et les dépôts de carburant. L'objectif n'était pas seulement de protéger les bombardiers, mais de détruire complètement la Luftwaffe. Cet ordre a choqué les pilotes de chasse américains et terrifié les équipages de bombardiers. Le colonel Donald Blakeslee, commandant du légendaire 4e groupe de chasse, a tout de suite compris. « C'est ce que nous demandions », a-t-il déclaré à ses pilotes. « Liberté de chasser. Nous ne sommes plus des bergers gardant les moutons. Nous sommes des loups. » Mais le lieutenant-colonel Jim Howard, officier des opérations du 354 TH Fighter Group, a saisi le point de vue des équipages de bombardiers. Les hommes qui pilotent les forts et les libérateurs pensent que nous les abandonnons. Ils pensent que les combattants les laissant seuls pour chasser les Allemands ailleurs sont de la folie. Ils ne comprennent pas que tuer les chasseurs allemands avant qu'ils n'atteignent les bombardiers constitue une meilleure protection que de les abattre après leur attaque. Les craintes des équipages des bombardiers n'étaient pas irrationnelles. Ils n'avaient survécu aux missions que parce que les combattants restaient proches, chassant les attaquants. Désormais, ces chasseurs disparaîtraient à l'horizon, laissant les bombardiers apparemment sans défense. De nombreux équipages pensaient que l'ordre de Doolittle était une condamnation à mort rédigée par un général qui ne comprenait pas leur guerre. La réaction allemande à la nouvelle tactique américaine validerait ou condamnerait le pari de Doolittle. Pour la Luftwaffe, l'hiver 1943 à 1944 semblait proche de la victoire dans la guerre aérienne. Malgré 3 années de bombardements alliés, la production de chasseurs allemands avait en fait augmenté. Les usines Messerschmitt et Foley-Wolf livraient plus de 1000 chasseurs par mois. Les pilotes allemands avaient développé des tactiques efficaces contre les formations américaines. Les chasseurs Sturbach-Focke-Wulf 190 lourdement armés et transportant des canons lourds dans des nacelles sous les ailes pouvaient détruire les bombardiers en une seule attaque. Ceux-ci étaient escortés par des chasseurs Mess 109 plus rapides dont la tâche consistait à immobiliser les escortes américaines pendant que les Sturmkehr massacraient les bombardiers. Le général de division Adolf Galland, commandant des forces de chasse allemandes, pensait que la Luftwaffe gagnait la bataille d'usure. En novembre 1943, il rapporta au maréchal du Reich Hermann Göring que les pertes des bombardiers américains étaient insoutenables. « Si nous maintenons cette pression, écrit-il, les Américains seront contraints d'abandonner leurs bombardements de jour d'ici le printemps. » Mais l'analyse de Galen contenait un angle mort fatal. Il s'est concentré sur les chiffres de production d'avions tout en négligeant l'attrition des pilotes. L'Allemagne construisait des chasseurs plus rapidement que les Alliés ne pouvaient les détruire au sol ou dans les usines. Mais l'Allemagne ne pouvait pas remplacer les pilotes expérimentés au rythme où ils étaient tués au combat. En 1943, la Luftwaffe perdit près de 3000 pilotes de chasse tués, blessés ou portés disparus. Le temps de formation des nouveaux pilotes a été réduit de 250 heures à 150 heures pour répondre à la demande.
Les nouveaux pilotes allemands entraient au combat avec à peine assez de compétences pour piloter leur avion, et encore moins pour lutter efficacement contre des aviateurs américains expérimentés. Feldwey Hans Damer, pilote du Mai 109 avec 8 victoires, écrivit à son frère en janvier 1944 pour décrire le problème. Les nouveaux pilotes effectuent 3, voire 4 missions avant d'être tués. Ils ne savent pas comment se battre. Ils ne peuvent pas travailler avec leurs ailiers. Ils gèlent lorsqu'ils sont attaqués. Nous, les anciens combattants, devons les protéger tout en combattant les Américains. Cela devient impossible. Les conditions météorologiques du début de 1944 retardèrent le test des nouvelles tactiques de Doolittle. Groupe des tempêtes hivernales, bombardiers trouvés pendant des jours à la fois. Mais le 29 janvier, lorsque plus de 800 bombardiers furent lancés contre Francfort, la nouvelle tactique des chasseurs américains fit ses débuts. Les P-51 Mustang du 357th Fighter Group ont rugi devant le flot de bombardiers à 28 000 pieds, volant en formation lâche qui maximisait la visibilité et le temps de réaction. Ils n'étaient pas liés à des boîtes de bombardiers spécifiques. Au lieu de cela, ils chassèrent partout où des combattants allemands pouvaient apparaître. Près de Bonn, les chasseurs américains repèrent une formation de 50 Mai 109 qui grimpe pour intercepter les bombardiers. Au lieu d'attendre que les Allemands attaquent, les Mustangs se jetèrent sur eux. Les Allemands, s'attendant à attaquer des bombardiers à leur guise, se sont soudainement retrouvés à lutter pour leur vie contre des chasseurs dotés d'une vitesse et d'une altitude supérieure. Le combat a duré 8 minutes. 13 combattants allemands sont tombés. 2 Mustangs ont été endommagés, mais tous 2 sont retournés à la base. La formation allemande restante s'est dispersée et n'a jamais atteint les bombardiers. Le capitaine Don Blexley, qui dirigeait le 4e groupe de chasseurs dans le cadre d'une mission similaire ce jour-là, a décrit les faits de la nouvelle tactique. Nous avons attrapé 20 Focke-Wulfs en formation au-dessus de Cologne. Ils étaient lents, lourds de munitions et de carburant, grimpant pour attaquer les bombardiers. Nous avions de la vitesse, de l'altitude et de la surprise. C'était un massacre. Nous en avons détruit 11 avant que les autres ne puissent s'échapper. C'est ainsi qu'on gagne une guerre. Les équipages des bombardiers survolant Francfort ce jour-là remarquèrent quelque chose de remarquable. Les attaques des chasseurs allemands, qui commençaient généralement loin de la cible et se poursuivaient tout au long du bombardement, se matérialisèrent à peine. Quelques attaques isolées ont eu lieu, mais les formations de masse qui avaient dévasté les raids précédents ne sont jamais apparues. Les nouvelles tactiques des chasseurs les avaient interceptées en premier. Mais le véritable test eut lieu en février 1944 avec l'opération Argument, bientôt connue sous le nom de Big Week. Le général Karl Spaatz, commandant les forces aériennes stratégiques des États-Unis en Europe, a conçu l'opération comme un appât. Les bombardiers américains frapperaient les usines aéronautiques allemandes dans des cibles importantes que la Luftwaffe n'aurait d'autre choix que de les défendre avec tout ce dont elle disposait. L'objectif premier n'était pas de détruire les usines, même si cela serait utile. L'objectif était de forcer la Luftwaffe à s'engager dans une bataille d'usure décisive contre les chasseurs américains qui étaient désormais plus nombreux, plus performants et plus puissants que leurs adversaires allemands. 20 février 1944. Ciel dégagé au-dessus de l'Allemagne pour la première fois depuis des semaines. Plus de 1000 bombardiers américains venus d'Angleterre et d'Italie, escortés par des centaines de chasseurs, se sont lancés contre 12 sites de production d'avions différents. La plus grande armada aérienne d'une journée de l'histoire. Le major Erich Hartmann, le meilleur allemand avec 352 victoires, a regardé la formation américaine passer au-dessus de lui et a immédiatement compris ce qui se passait. Il ne s'agit pas d'un bombardement, a-t-il déclaré à son escadron. Il s'agit d'une bataille de chasseurs avec des bombardiers comme excuse. Ils veulent que nous venions nous battre, et nous n'avons pas le choix. La Luftwaffe a répondu avec tout ce qui était disponible. Plus de 900 chasseurs allemands se sont précipités pour intercepter les formations américaines. Le ciel au-dessus du centre de l'Allemagne s'est transformé en la plus grande bataille aérienne de l'histoire. Les traînées de condensation de milliers d'avions s'entrecroisaient à des altitudes allant du niveau de la mer à 40 000 pieds. Mais cette fois, les chasseurs américains n'étaient pas liés défensivement aux formations de bombardiers. Ils parcouraient des centaines de kilomètres de l'espace aérien allemand, attaquant les chasseurs allemands partout où ils les trouvaient. Au sol, décollage, regroupement, approche des bombardiers. Les Mustangs et les Thunderbolt chassaient sans relâche. Le lieutenant Urban Drew du 361e groupe de chasse a rencontré une formation d'avions à réaction Messerschmitt 262, le nouveau chasseur révolutionnaire allemand, décollant d'un aérodrome près de Leipzig. Les avions à réaction étaient rapides et mortels une fois en vol, mais au décollage, ils étaient vulnérables. Drew a plongé à 30 000 pieds, criant à travers la flaque et a ouvert le feu sur l'avion de tête alors qu'il décollait de la piste. Le jet a explosé. Il a détruit un deuxième avion avant qu'il ne puisse prendre de la vitesse.
L'autre jet s'est dispersé. Le rapport de combat de Drew est devenu légendaire. Les avions à réaction sont dangereux dans les airs, mais ils doivent décoller et atterrir sur n'importe quel avion. Attrapez-les là-bas et ils brûlent les autres. Le premier jour de la grande semaine a coûté aux Américains 21 bombardiers et 4 chasseurs. Selon les normes de Schweinfurt de 3 mois plus tôt, c'était un miracle. Mais les pertes allemandes furent catastrophiques. Plus de 50 combattants détruits. Plus grave encore, 38 pilotes ont été tués ou grièvement blessés. Pendant les 5 jours suivants, chaque fois que le temps le permettait, les attaques se sont poursuivies. Les américains frappèrent à nouveau Regensburg, Brunswick, Schweinfurt, Gotha et Augsbourg. Chaque raid amenait des centaines de bombardiers et de chasseurs. Chaque raid obligeait la Luftwaffe à réagir. Chaque raid coûtait à l'Allemagne des chasseurs et des pilotes qu'elle ne pouvait pas remplacer. Le major Hinsberg, un allemand avec plus de 220 victoires, a décrit la situation impossible dans son journal. Nous abattons les bombardiers, mais les chasseurs sont partout. Nous nous regroupons et ils nous attaquent avant que nous puissions attaquer. Nous atterrissons pour faire le plein et ils mitraillent l'aérodrome. Nous décollons et ils attendent. Là il n'y a pas d'échappatoire. Pour chaque bombardier que nous détruisons, nous perdons 2 chasseurs et pilotes. Le 25 février, à la fin de la grande semaine, les statistiques étaient révélatrices. Pertes américaines. 226 bombardiers lourds, 28 chasseurs d'escorte, environ 2600 victimes. Ce furent de lourdes pertes, mais la production et la formation américaine les remplacèrent en un mois. Pertes allemandes, plus de 350 chasseurs détruits, 90 autres endommagés de manière irréparable. Plus dévastateur encore, la Luftwaffe perdit près de 100 pilotes tués et plus de 50 grièvement blessés. Ces pilotes avaient en moyenne plus de 3 ans d'expérience au combat. Ils étaient irremplaçables. Le lieutenant-colonel Herbert Ellerfeldt, commandant d'une escadre de chasse du Jagdgeschwader, écrit dans son rapport à Galant « Nous perdons les hommes les plus expérimentés. Les nouveaux pilotes ne peuvent pas survivre face aux chasseurs américains. D'ici 3 mois, nous aurons des avions, mais personne n'est capable de les piloter au combat. » Mais la stratégie de Doolittle s'étendait au-delà du combat aérien. La deuxième phase de sa directive, le mitraillage des attaques contre les aérodromes et les infrastructures allemandes, s'est avérée tout aussi dévastatrice. Chaque jour, alors que les chasseurs américains revenaient de missions d'escorte, ils descendaient à basse altitude et attaquaient des cibles d'opportunité dans toute l'Allemagne. Les aérodromes ont subi des dégâts particulièrement lourds. Les chasseurs stationnés à l'air libre, les avions en maintenance, les camions-citernes, les hangars, sont tous devenus des cibles. Des pilotes allemands ont décrit qu'en revenant de missions de combat, ils avaient découvert que leurs aérodromes d'origine étaient attaqués, obligés de se dérouter vers des bases alternatives ou d'atterrir au milieu de mitraillage. Le major Günther Herr, un A de la Luftwaffe avec 275 victoires, a décrit l'impact psychologique. Avant, nous nous sentions en sécurité sur nos propres aérodromes. Nulle part n'est sûr. Les Américains attaquent matin, midi et soir. Les pilotes survivent au combat pour mourir au sol. Les mécaniciens sont tués lors de l'entretien des avions. Des camions-citernes explosent. Nous ne pouvons pas maintenir nos opérations sous une attaque constante. L'effet cumulatif commença à se manifester en mars 1944, lorsque la 8e force aérienne lança ses premiers raids majeurs sur Berlin même. Le 6 mars, 730 bombardiers escortés par 800 chasseurs frappent la capitale allemande. L'importance symbolique et stratégique de Berlin obligeait la Luftwaffe à réagir avec le maximum d'efforts. Plus de 150 chasseurs allemands engagent les formations américaines. La bataille qui en a résulté a fait rage sur des centaines de kilomètres, alors que les chasseurs s'affrontaient tandis que les bombardiers se pressaient vers leur cible. Au terme du décompte, les Américains avaient perdu 69 bombardiers et 11 chasseurs. Les Allemands ont perdu 160 avions détruits et 50 autres endommagés. Les pertes des pilotes étaient stupéfiantes. Près de 70 pilotes de chasse expérimentés tués ou blessés en une seule journée. Pour la Luftwaffe, il s'agissait d'un désastre dont il était impossible de se remettre. Le capitaine Johannes, commandant du groupe Visa du premier groupe Jagdgeschwader 52, a survécu à la bataille du 6 mars et a écrit ce soir-là. Aujourd'hui, j'ai vu mourir l'armée de chasse allemande. Nous avons tout lancé contre eux et cela n'a pas suffi. Ils nous ont abattus plus vite que nous ne pouvions les abattre. Leurs pertes sont temporaires. Les nôtres sont permanents. La guerre est perdue. Entre janvier et mai 1944, l'attrition cumulée devint insupportable pour la Luftwaffe. Les pertes des pilotes de chasse allemands dépassèrent les 1000 hommes tués, blessés ou portés disparus. Cela représentait près d'un quart de tous les pilotes de chasse disponibles au début de la période. Plus grave encore,
Les pertes ont été plus lourdes sur les pilotes les plus expérimentés. Les vétérans, les hommes aux dizaines ou centaines de victoires, les commandants d'escadrons et de groupes, les instructeurs furent systématiquement tués. Ils sont morts parce qu'ils étaient les plus agressifs, parce qu'ils menaient au front, parce qu'ils essayaient de protéger les nouveaux arrivants inexpérimentés. 28 Allemands, avec plus de 30 attaques décisives, sont morts entre janvier et mai. 8, avec plus de 100 attaques décisives, ont été tués ou capturés. Chacun de ces hommes représentait des années d'entraînement et d'expérience au combat. Chacun était littéralement irremplaçable. Le pipeline de formation ne pouvait pas suivre le rythme. En 1944, l'Allemagne a diplômé 29 000 nouveaux pilotes de chasse, mais le temps de formation était tombé à seulement 110 heures de vol total au milieu de l'année, certains pilotes de fin de guerre n'en recevant que 50 heures. Les pilotes américains ont reçu dans la même période plus de 450 heures de formation, dont 250 heures sur leurs avions de combat. Le major Hans Philipp, un allemand avec 206 victoires, a décrit la nouvelle situation des pilotes dans sa dernière lettre à la maison avant d'être tué au combat en octobre 1943. Les garçons arrivent à l'escadron incapables de voler correctement en formation. Ils ne comprennent pas les principes tactiques. Ils paniquent sous le feu. Au combat contre des pilotes américains expérimentés pilotant des avions supérieurs, ils survivent à une, voire deux missions, puis meurent. Nous ne pouvons pas leur enseigner assez vite. Il n'y a pas de temps. La disparité dans la production aéronautique raconte une autre partie de l'histoire. Au cours des 6 premiers mois de 1944, les usines américaines ont produit plus de 22 000 avions de combat. Les usines allemandes, malgré leurs efforts de dispersion pour échapper au bombardement, produisirent 9 000 chasseurs. L'avantage numérique à lui seul était écrasant, mais la qualité l'avantage positif a rendu la disparité décisive. Le P-51 Mustang était tout simplement supérieur au Messerschmitt 109 et au Focke-Wulf 190 dans la plupart des situations de combat. Il était plus rapide, avait une meilleure portée, des performances supérieures à haute altitude et une maniabilité égale ou meilleure. Le colonel Uberska, commandant le 56e groupe de chasse pilotant des P-47 Thunderbolt, a noté l'effet combiné. Nous avons plus de chasseurs, de meilleurs combattants, des pilotes mieux entraînés, de meilleures tactiques et du carburant et des munitions illimitées. Les Allemands ont des hommes courageux qui pilotent de bons avions qu'ils ne peuvent pas approvisionner ou entretenir correctement. Le courage ne peut pas surmonter éternellement un tel désavantage. En avril 1944, la transformation était terminée. La force des chasseurs allemands, mesurée en avions opérationnels et en pilotes, était tombée à moins de 60% des niveaux de janvier. Plus important encore, la qualité de la force avait décliné de manière catastrophique. Les formations de vétérans qui avaient mené des raids de bombardiers sauvages en octobre 1943 n'existaient plus. La nouvelle Luftwaffe était composée en grande partie de pilotes inexpérimentés pilotant des avions avec un carburant insuffisant, des munitions inadéquates et un entretien minimal. Ils affrontèrent des formations américaines qui devenaient plus grandes et plus confiantes à chaque mission. Le 8 mai 1944, la 8e force aérienne envoya près de 900 bombardiers pour attaquer les raffineries de pétrole et les gares de triage à travers l'Allemagne. Plus de 750 combattants d'escorte les accompagnaient. Pas un seul chasseur allemand ne s'est levé pour l'intercepter. La Luftwaffe concède pour la première fois le ciel sans combat. Le général Galland fit rapport à Göring ce jour-là. La force de chasse est détruite. Nous avons des avions, mais nous ne pouvons pas les faire voler faute de carburant. Nous avons des pilotes, mais la plupart ne peuvent pas combattre efficacement. Les Américains attaquent à volonté. On ne peut plus contester leur supériorité aérienne. L'impact stratégique est devenu évident le 6 juin 1944, jour J. Les forces aériennes alliées ont effectué plus de 14 000 sorties le premier jour de l'invasion. Les chasseurs de la Luftwaffe ont effectué moins de 300 sorties. Cette disparité a permis aux avions d'attaque au sol allié de dévaster les positions allemandes, tandis que les bombardiers isolaient le champ de bataille. Le 10 juin, le maréchal Irvin Raemel, commandant les forces allemandes en France, envoie un message urgent à son épouse. L'ennemi a une supériorité aérienne totale. Nos troupes ne peuvent pas se déplacer de jour sans être attaquées. Nos fournitures ne peuvent pas atteindre le front. Sans couverture aérienne, nous ne pouvons pas maintenir les plages d'invasion. La transformation d'octobre 1943 à juin 1944 fut stupéfiante. 6 mois plus tôt, la Luftwaffe semblait capable de saigner à mort l'offensive des bombardiers américains. Désormais, ils avaient effectivement disparu en tant que force combattante en Europe occidentale. Les statistiques de ces 6 mois cruciaux racontent l'histoire d'une destruction systématique. Entre janvier et juin 1944, la Luftwaffe a perdu plus de 2500 pilotes de chasse tués ou grièvement blessés au combat au-dessus du Reich.
Cela représentait environ 75% de l'effectif de pilotes de chasse disponible au début de la période. Les pertes américaines au cours de la même période s'élèvent à environ 420 pilotes de chasse tués ou portés disparus et 7000 victimes d'équipage de bombardiers tués, blessés ou capturés. Ces pertes étaient graves, mais durables compte tenu de la capacité de formation américaine et de la production aéronautique. Les taux de mortalité s'étaient complètement inversés. En octobre 1943, les chasseurs allemands détruisaient 20 bombardiers américains pour chaque chasseur allemand perdu. En mai 1944, les chasseurs américains détruisaient les chasseurs allemands dans un rapport de 4-1. Mais au-delà des chiffres, la transformation psychologique fut tout aussi complète. Les pilotes allemands qui étaient entrés en 1944 confiants dans la victoire effectuaient désormais des missions en s'attendant à mourir. Les pilotes américains, qui craignaient les chasseurs allemands, les pourchassaient désormais de manière agressive. Le capitaine Don Gentil du 4e groupe de chasse, qui a terminé la guerre avec environ 20 victoires aériennes, a décrit le changement. En janvier, nous étions heureux que les Allemands n'attaquent pas. En mars, nous avons été déçus lorsqu'ils se sont enfuis. En mai, nous étions frustrés car il ne restait plus que peu de personnes à combattre. La transformation a été totale. Le succès de la stratégie de Doolittle a justifié son pari, mais a créé une ironie historique intéressante. Sa décision, initialement contestée par de nombreux commandants de bombardiers, la qualifiant d'abandon imprudent, avait en fait sauvé la campagne de bombardement. En détruisant les chasseurs allemands avant qu'ils ne puissent attaquer les bombardiers, les tactiques agressives des chasseurs se sont révélées plus protectrices que les escortes défensives ne pourraient jamais l'être. Le général Spar l'a reconnu dans une évaluation de juin 1944. La décision du général Doolittle de libérer les chasseurs fut le facteur décisif pour gagner la supériorité aérienne. Nous avons détruit plus de combattants allemands en 4 mois qu'au cours des 2 années précédentes. La clé était de permettre aux combattants de chasser plutôt que de les forcer à se défendre. Le général de division Frédéric Anderson, qui avait succédé à Ecker en tant que commandant des opérations de bombardement, a admis que son opposition initiale avait été erronée. Je pensais que garder les chasseurs à proximité des bombardiers était le seul moyen de les protéger. J'ai eu tort. Tuer les combattants ennemis avant qu'ils n'attaquent est bien plus efficace que de les tuer pendant l'attaque. CKS. Le général Doolittle l'a compris. La révolution tactique s'est étendue au-delà de la doctrine et a fondamentalement changé la façon dont la guerre aérienne était conçue. Avant la directive de janvier de Doolittle, les chasseurs d'escorte étaient considérés comme un complément au blindage défensif des bombardiers. Après une semaine importante, les chasseurs étaient considérés comme l'arme principale pour gagner la supériorité aérienne, les bombardiers servant en partie d'appât pour amener les chasseurs ennemis au combat. Cette compréhension façonnerait la doctrine de l'armée de l'air pendant des décennies. La guerre de Corée, la guerre du Vietnam et tous les conflits ultérieurs appliqueront les leçons du début de 1944. La supériorité aérienne vient de la destruction proactive des chasseurs ennemis et non de la protection réactive des avions amis, mais le coût humain de la stratégie reste important. Plus de 10 000 aviateurs américains sont morts dans le ciel européen au cours du premier semestre 1944. Les équipages de bombardiers qui effectuaient des missions jour après jour, sachant que chaque sortie pourrait être la dernière, ont fait preuve d'un courage extraordinaire. Les pilotes de chasse qui ont accepté la mission de chasser les chasseurs allemands au-dessus du territoire ennemi ont fait preuve d'une habileté et d'une agressivité remarquables. Le lieutenant Robert Johnson du 56th Fighter Group a survécu pour devenir le 2e américain le plus performant en Europe avec 27 victoires reflétées sur le coup des années plus tard. Nous parlons de tactique, de stratégie et de chiffres, mais ce qui s'est réellement passé, c'est que des milliers de jeunes hommes sont montés chaque jour dans des avions et se sont rendus au combat en sachant que beaucoup ne reviendraient pas. Nous avons gagné parce que nous avions plus de courage, plus de compétences, de meilleurs avions, de meilleures tactiques et un meilleur leadership. Nous avons gagné parce que Jimmy Doolittle a compris que protéger les bombardiers signifiait tuer des combattants et non rester à proximité des bombardiers. En août 1944, la Luftwaffe Fighter Force avait effectivement cessé d'exister en tant qu'organisation défensive cohérente. Des groupes individuels ont continué à se battre avec beaucoup de courage et parfois des succès. Le nouvel avion à réaction, le Messid 262, a montré un potentiel révolutionnaire. Mais la destruction systématique de la force pilote au cours du premier semestre n'a pas pu être inversée. L'Allemagne a produit plus de 36 000 chasseurs en 1944, soit le total annuel le plus élevé de la guerre. Mais il n'y avait pas assez de pilotes entraînés pour les piloter, pas assez de carburant pour former les pilotes existants, pas assez de dirigeants expérimentés pour développer des tactiques efficaces et pas assez de temps pour reconstruire ce qui avait été perdu. Le capitaine Erich Rudolphe, l'un des rares Allemands à avoir survécu à la guerre avec plus de 220 victoires, a résumé la situation. Nous disposions d'avions en abondance à la fin de 1944. Des chasseurs modernes,
même des avions à réaction, mais nous n'avions pas de pilotes expérimentés pour les piloter. Les Américains avaient tué tous les bons pilotes au printemps. La guerre était déjà perdue au moment où notre production atteignait son apogée. Le succès de la stratégie de Doolittle a créé un modèle de guerre aérienne moderne qui reste pertinent aujourd'hui. La supériorité aérienne ne peut être acquise de manière défensive. Cela nécessite une action offensive agressive contre les avions et les infrastructures ennemies. L'avantage technologique compte. La qualité de la formation compte davantage. La supériorité numérique n'est décisive que lorsqu'elle est combinée à une supériorité qualitative. Peut-être plus important encore, un leadership disposé à remettre en question la doctrine conventionnelle et à accepter le risque peut produire des résultats stratégiques dépassant de loin les améliorations progressives des méthodes existantes. La décision de Doolittle de changer l'enseigne sur le mur de Cap Tenney n'était pas simplement symbolique. Cela représentait une reconceptualisation fondamentale de l'emploi des combattants. Les équipages des bombardiers, qui craignaient initialement la tactique de Doolittle comme un abandon, en sont venus à comprendre et à apprécier la stratégie. Le sergent technique Andy Rooney, un journaliste du Star and Strip qui a effectué des missions de bombardement pour couvrir la guerre aérienne, a écrit en juin 1944 « Les pilotes de chasse nous ont sauvés en nous quittant ». Cela semble paradoxal, mais c'est vrai. Lorsqu'ils volaient à proximité, les Allemands attaquaient quand même. Lorsqu'ils volaient en avant et chassaient, les Allemands ne pouvaient pas nous atteindre. La meilleure défense était une bonne attaque. Le général Doolittle l'a compris. Il avait raison. Au moment de l'invasion de la Normandie, les forces aériennes alliées avaient acquis une suprématie aérienne totale sur l'Europe occidentale. Les avions allemands opéraient toujours, mais en nombre si limité et avec une efficacité si limitée qu'ils ne pouvaient pas contester de manière significative les opérations aériennes alliées. L'invasion a réussi en grande partie parce que les soldats pouvaient combattre sans craindre une attaque aérienne ennemie. Le général Dwight Eisenhower, commandant suprême des forces alliées, l'a reconnu dans son évaluation post-invasion. Les forces aériennes nous ont donné la seule chose essentielle au succès. Ils nous ont donné la liberté d'opérer sans interférence aérienne ennemie. Les tactiques de chasse du général Doolittle détruisirent la Luftwaffe alors que la destruction était essentielle. L'histoire considérera cela comme l'une des campagnes décisives de la guerre. La transformation d'octobre 1943 à juin 1944 constitue l'un des renversements les plus spectaculaires de l'histoire militaire. En octobre, la Luftwaffe gagnait la bataille d'usure contre l'Allemagne. Les pertes des bombardiers américains étaient insoutenables. Le B stratégique, la campagne Dongbing semblait vouée à l'échec. 6 mois plus tard, la Luftwaffe était détruite. Les bombardiers américains ont volé avec des pertes minimes et les forces terrestres alliées se sont préparées à envahir la France sous couverture aérienne complète. Le changement fut complet et rapide et les commandants allemands eurent du mal à comprendre ce qui s'était passé. Le général Galland, dans ses mémoires d'après-guerre, a identifié avec précision le tournant. Lorsque les Américains changèrent de tactique de chasse en janvier 1944, ils gagnèrent la guerre aérienne. Nous pourrions combattre les bombardiers américains. Nous ne pouvions pas combattre simultanément leurs chasseurs et leurs bombardiers. Une fois qu'ils ont libéré les combattants pour nous chasser, nous étions condamnés. La fin n'était qu'une question de temps. Les statistiques finales de la campagne démontrent son immense succès. Entre janvier et décembre 1944, la Luftwaffe a perdu plus de 4000 pilotes de chasse tués au combat au-dessus du Reich. Les chasseurs américains et britanniques ont détruit plus de 11 000 chasseurs allemands en combat aérien et au sol. Le temps de formation des pilotes de chasse allemands est passé de 200 heures en 1943 à moins de 100 heures à la fin de 1944. Les pertes américaines au cours de la même période s'élèvent à environ 750 pilotes de chasse et 16 000 victimes parmi les équipages de bombardiers. Ce furent des pertes importantes, mais les écoles de formation américaines formèrent plus de 35 000 nouveaux pilotes en 1944 et les usines américaines produisirent plus de 63 000 avions militaires. Le taux de mortalité en combat aérien a changé de manière décisive. En 1943, les chasseurs de la Luftwaffe avaient réalisé environ 1,2 victoires pour chaque perte. En 1944, le ratio s'est inversé. Les chasseurs américains ont réalisé 3,7 victoires pour chaque perte. En 1945, le ratio dépassait 7,1. Mais la statistique la plus révélatrice était peut-être le niveau d'expérience des pilotes. En janvier 1944, le pilote de chasse allemand moyen avait plus de 200 heures d'expérience au combat. En janvier 1945, la moyenne était inférieure à 50 heures. La Luftwaffe n'était pas à court d'avions ni de carburant, même si les deux étaient rares. Il manquait de pilotes entraînés et capables de combattre efficacement. La décision controversée de Doolittle avait atteint précisément ce que le général Arnold exigeait.
Il a détruit la Luftwaffe en tant que force de combat efficace avant l'invasion de la Normandie. Cela a démontré que les tactiques offensives agressives des chasseurs étaient plus efficaces que les tactiques défensives d'escorte. Cela prouvait que pour gagner la supériorité aérienne, il fallait tuer les chasseurs ennemis, et pas seulement protéger les bombardiers amis. Le coût humain était élevé. Plus de 26 000 aviateurs américains sont morts dans le ciel européen pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus de morts que l'ensemble du corps des marines des États-Unis n'en a subi dans le Pacifique. La 8e force aérienne à elle seule a subi plus de 47 000 pertes. Ces hommes ont atteint la supériorité aérienne grâce à leur courage, leur habileté et leur sacrifice. Pour les pilotes de chasse allemands, la campagne fut catastrophique. Des milliers de jeunes hommes, dont beaucoup étaient encore adolescents, sont montés dans les cockpits, sachant que leur survie était peu probable. Ils se sont battus avec courage et habileté contre des obstacles insurmontables jusqu'à ce que la mort les emporte. Les A, les vétérans, les chefs d'escadron, presque tous périrent au combat ou furent capturés. Rares sont ceux qui ont survécu à la guerre. Le major Eric Hartmann, le principal A de la guerre avec 352 victoires, n'a survécu que parce qu'il a combattu principalement sur le front de l'Est. Après la guerre, il a reconnu ce qui s'était passé en Occident. Les Américains ont détruit le Jagdwaffe au-dessus de l'Allemagne en 1944. Ils disposaient de meilleurs avions, de plus d'avions, de pilotes mieux entraînés et de tactiques supérieures. Nous nous sommes battus courageusement, mais nous avons été dépassés. La stratégie du général Doolittle était brillante. Cela nous a tout coûté. En janvier 1944, lorsque Doolittle ordonna de changer l'enseigne dans le bureau de Keaptene, beaucoup crurent que c'était de la folie. En juin, il était reconnu comme un génie. Le premier devoir des combattants était en effet de détruire les combattants ennemis. Tout le reste découlait de ce principe. Les raids de Berlin, la destruction des infrastructures allemandes, la protection des forces terrestres lors de l'invasion, tout est devenu possible parce que les combattants américains avaient systématiquement détruit la Luftwaffe en 4 mois de combats intensifs. Ce qui semblait imprudent s'est avéré être la seule voie vers la victoire. 70 ans plus tard, lorsque les historiens militaires analysent la campagne aérienne au-dessus de l'Europe, ils identifient systématiquement la directive de janvier de Doolittle comme un tournant. Une décision, un changement de tactique, la volonté d'un général de remettre en question la doctrine ont complètement transformé la guerre aérienne. Les bombardiers sont revenus sains et saufs, non pas parce que les chasseurs sont restés à proximité d'eux, mais parce que les chasseurs ont détruit les chasseurs allemands avant qu'ils ne puissent attaquer. La vérité contre-intuitive selon laquelle l'action offensive offre une meilleure protection que la posture défensive est devenue une doctrine. Les forces aériennes du monde entier ont appris la leçon. Le contrôle de l'air vient de la destruction agressive des avions ennemis et non de la défense réactive des avions amis. Il a reçu de nombreuses décorations, dont la médaille d'honneur, plusieurs médailles pour services distingués et un titre de chevalier honoraire. D de Grande-Bretagne. Mais parmi toutes ces réalisations, il considère la directive sur les chasseurs comme sa décision la plus importante. Dans une interview dans les années 1970, Doolittle a réfléchi à ce jour de janvier. Changer la tactique des combattants a été la décision la plus difficile que j'ai prise. Les commandants de bombardiers s'y sont opposés. Les équipages des bombardiers le craignaient. Certains pilotes de chasse ont cru à un suicide. Mais je savais, grâce à ma propre expérience de pilote de chasse, que l'action offensive permet de gagner les batailles aériennes. On ne peut pas gagner en défendant. Vous gagnez en attaquant. Les pertes ont été terribles, mais elles auraient été pires avec des tactiques défensives. Nous avons gagné parce que nous avons accepté le risque et attaqué de manière agressive. Le panneau que Doolittle a ordonné de retirer du mur de Keaptene en janvier 1944 se trouve désormais au Musée national de l'armée de l'air américaine à Dayton, Ohio. À côté est accroché le panneau de remplacement. Ensemble, ils racontent l'histoire d'une révolution tactique qui a conquis la suprématie aérienne en Europe. Parmi les équipages de bombardiers qui ont survécu à la guerre, nombreux sont ceux qui attribuent leur survie à la décision de Doolittle. Ils s'étaient initialement opposés au changement, estimant que les laisser les combattants chasser les Allemands ailleurs était un abandon. L'expérience leur a appris le contraire. La meilleure façon de protéger les bombardiers était de détruire les chasseurs ennemis avant qu'ils ne puissent attaquer. Pour la Luftwaffe, la directive de Doolittle était le début de la fin. En octobre 1943, ils avaient gagné la guerre aérienne d'usure. 6 mois plus tard, ils furent détruits en tant que force efficace. La combinaison de la supériorité numérique américaine, de l'avantage technologique, de la qualité de la formation et des tactiques agressives s'est avérée écrasante. La campagne de janvier à juin 1944 démontre des principes militaires qui restent valables aujourd'hui. L'action offensive l'emporte sur l'action défensive lorsque les deux camps sont à peu près égaux en capacité.
Une formation supérieure produit des résultats supérieurs même en infériorité numérique. L'avantage technologique, combiné à l'innovation tactique, crée une supériorité décisive. Les dirigeants disposés à remettre en question la doctrine et à accepter le risque obtiennent des résultats stratégiques. Mais plus important encore, pour gagner la supériorité aérienne, il faut détruire les chasseurs ennemis et non protéger les avions amis. Cette vérité contre-intuitive, comprise par Doolittle et prouvée lors des combats en Allemagne en 1944, reste le fondement de la doctrine de combat aérien dans le monde entier. L'histoire de la façon dont l'ordre d'un général de changer un panneau sur un mur a conduit à la destruction de la Luftwaffe en quelques semaines est en fin de compte une histoire de compréhension de la nature fondamentale du combat aérien. Doolittle a compris que les combattants sont des armes offensives dont le but principal est de tuer les combattants ennemis. Leur utilisation défensive gaspille leur potentiel et cède l'initiative à l'ennemi. Les équipages de bombardiers qui craignaient au départ sa tactique ont fini par comprendre leur sagesse. Les pilotes allemands qui s'opposaient à ces tactiques ont découvert trop tard leur efficacité. Et l'aviation militaire a tiré des leçons qui façonneront la guerre aérienne pendant des générations. Le 6 juin 1944, lorsque les forces alliées prirent d'assaut les plages de Normandie sous un ciel dégagé, sans aucun avion allemand, le succès de la stratégie de Doolittle fut total. La Luftwaffe, qui avait terrorisé l'Europe pendant 5 ans, qui avait détruit les forces aériennes de la Pologne à la France, qui avait bombardé Londres en ruine, n'était plus visible nulle part. Les combattants américains et britanniques les avaient chassés jusqu'à leur extinction. Une seule décision tactique, un seul changement de doctrine, la volonté d'un seul général de défier les idées reçues ont permis de réaliser ce que des années de bombardement n'avaient pas pu réaliser. La Luftwaffe a été détruite non pas en attaquant des usines, mais en attaquant des combattants. Non pas en défendant les bombardiers, mais en chassant agressivement. Non pas en jouant défensivement, mais en s'emparant de l'offensive. L'enseigne est tombée le 6 janvier 1944. 6 mois plus tard, la Luftwaffe était terminée. Le lien entre ces deux événements est direct, mesurable et indéniable. La stratégie imprudente d'un général avait détruit l'armée de l'air ennemie en quelques semaines, conquis la suprématie aérienne sur l'Europe et assuré le succès de l'invasion qui libérerait le continent. L'histoire considérerait la décision de Jimmy Doolittle de changer de tactique de chasse comme l'une des décisions de commandement les plus importantes de la Seconde Guerre mondiale. Non pas parce que c'était complexe ou techniquement sophistiqué, mais parce que c'était fondamentalement correct. Le premier devoir des combattants est de détruire les combattants ennemis.